Nous sommes go pour la mise à feu. H-. 15, 14, 13, 12, 10, 9, Vous avez donc Monsieur Philippe Clerc, qui est donc un référent conformité et éthique au CNES, le Centre national des études spatiales, l'un des meilleurs spécialistes du droit de l'espace, avec la question à qui appartient l'espace, donc des questions qui sont vraiment importantes. Vous avez travaillé à Ariane Espace, vous avez travaillé au ministère de l'enseignement supérieur, vous avez la carte de visite fait à peu près 3 pages, si je me souviens de tout. La chance de pouvoir travailler à la programmation de l'envol de nos fusées vers l'espace et la mise sur orbite, par exemple, de Thomas Pesquet. Et vous avez quelqu'un qui est venu en avion nous rejoindre, qui est monsieur Michel Bizot, qui se présente au départ comme vétérinaire, mais qui est également très modeste, parce que monsieur est astronaute et a travaillé avec le programme de Claudie Ignoré, tout ça, vous avez travaillé. Et vous êtes le référent, le responsable du service exobiologie du CNES. L'âge de la retraite prise au plus tard possible a fait que vous n'êtes plus au CNES depuis le mois de juillet, mais vous n'avez pas voulu arrêter de travailler et vous êtes maintenant en activité dans le privé, dans la société Innovatium, une société qui est faite avec Madame Honorat, me semble-t-il, voilà, qui devait venir aujourd'hui, mais qui est retenue au Canada, si je me souviens bien. Voilà, donc ces personnes sont là pour vous. Un emploi du temps plus que chargé, et ils vont passer cette journée avec vous pour montrer leur parcours et tout le travail fait par le CNES et les grandes aventures. Et je crois que vous avez été surpris. Alors, alors, au sein du collège, vous avez des professeurs qui sont également très modestes. Vous avez 2 professeurs. Vous avez un professeur qui est initiateur du projet, qui est monsieur Pellerin, qui a vraiment fait tout pour que ce projet aboutisse. Et vous avez des professeurs qui sont présents également à fond, les professeurs de sciences, je pense à Madame Barado, Madame Moret, qui vivent avec des blobs depuis plusieurs semaines, et un professeur que je présentais comme tentant de faire décoller les fusées, mais on n'est plus à ce niveau-là. Les fusées décollent maintenant. Monsieur Bischoff-Berger, professeur de technologie, qui œuvre également pour faire vivre. Et on parlait en aparté, Monsieur Bischoff-Berger, des imprimantes 3D. Je parlais aussi de votre fameuse imprimante sur la ferraille, là, je ne sais pas, là. Mais ça, vous pourrez nous en reparler en cours de route. Voilà, donc une belle journée s'annonce. On aura aussi, soyez dans la cour de récréation vers 13h, 13h15, on fera l'inauguration de la fresque de Thomas Pesquet avec l'artiste Argadol. Voilà, donc c'est votre journée, vivez-la. Et les jeunes, surtout, vivez vos rêves. Ne vous mettez pas de limites et n'hésitez pas à poser des questions. Ne soyez pas timide. Allez-y à fond. Voilà. Bonne journée à vous. Donc on va vous raconter des histoires. De toute façon, si vous ne posez pas de questions, on vous en trouvera. Il y a une différence entre un juriste qui fait les choses, de règles, de machin, etc. et un artiste, moi, j'arrache à la sauvage. Je vais commencer par me présenter. Alors, pour une petite boutade pour la loi des noms, je suis né il y a pas loin de 60 ans, le 19 décembre 61, et le même jour naissait le CNES où je travaille et où j'ai fait toute ma carrière. Et puis, 5 ans après, naissait toujours le 19 décembre, était l'Assemblée générale des Nations Unies, entérinait le traité de l'espace, qui est la Bible du droit de l'espace, qui a été déclinée dans toutes les lois nationales depuis. Donc là, c'est la loi des noms, mais je vais être plus sérieux, mais encore qu'il y ait toujours des circonstances dans la vie. Je
je vais vous parler de vraies lois, de lois juridiques, et mon ami Michel vous parlera plutôt des lois de la physique, des lois de la science. Alors, ma scolarité, je tiens à insister, j'étais un élève très moyen, pour ne pas dire médiocre. Alors j'ai mis des sigles parce que j'ai quand même mon logo de mon employeur et je ne voudrais pas que ce document il l'interprète mal. C'était toujours peut mieux faire, doit faire ses preuves. Et puis laborieusement, j'ai passé un bac scientifique, j'ai fait un unité de gestion et j'ai toujours été malgré tout passionné par l'espace parce que ma jeunesse des années 60 a été marquée par les premiers... les grands événements de la conquête. Alors le premier rendez-vous, c'est un Paris Match je crois de 66, et puis bien évidemment Apollo qui atterrit en juillet 69 avec l'homme dans l'espace et tout le mythe qui est autour. Et notre génération a été très marquée par cette histoire. Voilà. Alors là aussi c'est plutôt un discours qui s'adresse à des élèves. J'ai toujours travaillé en dehors de ce qu'on me demandait, donc des jobs d'été, toujours très curieux, ouverts. Et il n'y a pas que le travail de l'esprit, mais il faut toujours avoir un rattachement avec la vraie vie. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pu réussir malgré une scolarité assez chaotique. Donc j'ai eu la chance de rentrer au CNES en 89 en répondant à une annonce sur Le Monde, qui cherchait un juriste. Alors c'était inespéré et j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire une lettre de 3 pages de motivation, alors qu'on nous conseillait à l'époque d'être succinct, mais elle était un peu passionnée, écrite à la plume, parce qu'à l'époque on n'utilisait pas les ordinateurs, il n'y avait pas de correcteur d'orthographe, et puis accessoirement on était jugé aussi par l'écriture. Donc c'est un autre monde, et là aussi on n'était pas forcément scientifique, mais j'ai eu cette chance. Alors le CNES avait 30 ans à l'époque, et donc j'ai pu ensuite travailler au ministère de l'Espace. Qu'est-ce que l'espace apporte à la société, à notre vie de tous les jours? Puisqu'on nous reprochait de dépenser beaucoup d'argent pour s'amuser en l'air, pour faire des expériences scientifiques, mais il s'agissait de montrer aux contribuables, aux citoyens, en quoi, et aux entreprises qui ne sont pas du secteur, en quoi l'espace peut leur être utile. Et éventuellement favoriser, en changeant les lois ou les programmes d'accompagnement, la politique spatiale. Donc c'était tourné vers les agriculteurs, vers les transporteurs, vers ceux qui géraient des flottes de mobiles, l'industrie de l'informatique qui commençait, les mobiles qui commençaient. C'était aussi un projet qui a été vraiment une belle expérience pour moi, de venir Soyouz, travailler sur une coopération avec l'ex-URSS, pour faire venir le lanceur Soyouz et l'opérer sous la responsabilité d'Ariane Espace, l'entreprise de transport spatial. L'opérer, vous l'ouvrez en deux? L'opérer, c'est-à-dire le faire lancer, le faire lancer depuis la Guyane et sous souveraineté, sous la juridiction française et européenne. Donc là aussi, c'est l'espace, il faut le savoir, c'est la coopération. On est en compétition. Mais on ne peut, vous ne verrez aucun programme spatial qui soit purement national, même militaire. La France a quelques programmes militaires, mais ils sont toujours européens, bilatéraux, mais on ne fait jamais les choses par soi-même. Et ça a été un peu ensuite le projet qui a beaucoup marqué ma carrière, c'est de travailler sur une nouvelle loi spatiale. Donc d'imaginer qu'est-ce que pourrait être la loi. On sort de la science, de la recherche, de l'expérience. Elles font l'objet elles sont stratégiques. Elles ont des enjeux économiques, elles ont des enjeux de société, donc il faut que les lois commencent à s'y appliquer. Ensuite, je suis revenu quelque chose un peu plus sur du matériel, sur du concret, en étant pendant plusieurs années Ariane Espace, qui est l'opérateur, donc c'est pas celui qui opère, mais qui fait fonctionner, qui vend des services de transport spatial. Et à l'époque, cet opérateur est le leader sur son marché, puisque les Américains ont été un petit peu mis à mal pour des raisons qu'ils avaient tout investi dans la navette et qu'ils ne pouvaient pas rendre des services commerciaux. Donc Ariane Espace était à l'époque leader sur le marché commercial. Maintenant, un peu moins, on a le réveil, enfin la grande concurrence de SpaceX dont vous avez entendu parler de l'origine, mais on est encore dans un système intéressant. Donc il y a une petite illustration là avec
un cosmonaute qui, au guichet de la RATP, qui demande sa carte orange. Bon, je crois que c'est la carte orange, je crois, acheter son ticket de métro. Mais le spatial, c'est aussi, enfin, les services de lancement, c'est aussi un lanceur. Vous voyez, 2 personnes qui travaillent dans le réservoir principal du lanceur. Vous voyez, donc ça vous donne la dimension de ce que ça représente, et aussi c'est une activité humaine. Ensuite, donc, j'étais rappelé au CNES pour m'occuper là des affaires juridiques de l'agence spatiale CNES. Alors l'agence spatiale CNES, c'est une structure gouvernementale, mais qui a pour objet finalement de mettre en place la politique spatiale, la mettre en œuvre, proposer et mettre en œuvre la politique spatiale de l'État français. Avec l'industrie, avec les partenaires scientifiques, avec tout ça, de distribuer les budgets, donc d'orienter la politique spatiale vers des choses très concrètes. On passe des grandes idées politiques aux subventions, au soutien à la recherche et tout cela. Et donc le juridique encadre cela. Et revenant au CNES aussi, on était chargé d'accompagner les ministères pour cette loi que j'avais commencé à initier quelques temps avant au ministère de l'Espace, et donc la concrétisation, ce petit livret là qui, avec tous les règlements, jusqu'au décret d'application, aux arrêtés de nomination des agents assermentés. Et là, ma grande fierté à droite, c'est ma carte d'identité de police judiciaire spatiale. Donc, numéro 6, je fais partie de ces... J'ai été policier de l'espace. Alors, rassurez-vous, j'ai jamais quitté mon bureau. Et ça montre aussi que l'espace, c'est toujours quelque chose du sol. On parle de droit de l'espace, d'activité spatiale, mais toutes les activités spatiales, ce sont des activités du sol, qui sont commandées depuis le sol. Certes, l'homme a une autonomie, l'humain a une autonomie, mais elle est pour l'instant encore assez réduite. Ça va changer avec l'évolution, mais jusqu'à présent, on parle plutôt de téléactivités, d'activités qui sont contrôlées du sol. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et qui dit contrôle du sol, on revient avec les vieux réflexes, avec un contrôle national, avec des enjeux de politique nationale, de stratégie qu'il ne faut jamais oublier. Et l'autre richesse de notre métier, c'est la coopération et les affaires juridiques. On prépare les contrats, on signe des accords avec la Russie, avec les Américains, avec les Japonais, avec tous les pays. Et ça, c'est notre plaisir au jour le jour de coopérer, de voyager, mais de construire. Alors maintenant, mon poste actuel depuis quelques années, c'est de m'occuper de ce qu'on appelle l'éthique d'entreprise. L'éthique d'entreprise, la déontologie. Alors c'est à la fois, c'est le prolongement du droit. C'est que le droit, c'est un peu le bâton. Hein, si tu ne fais pas ça, tu seras sanctionné, tu paieras une amende, tu iras en prison. Ou alors tu vas perdre des sous, tu vas perdre ton contrat. Donc on est plutôt dans une approche assez rigide. Et l'éthique, c'est un peu le prolongement. Souvent on utilise l'éthique quand le droit n'est pas assez mûr. C'est pour donner des solutions auxquelles le droit ne peut pas... Le droit, ça fiche des solutions, ça fiche des usages. La loi, elle fiche des usages. Vous connaissez la loi, vous devez respecter. Il y a des choses où, est-ce qu'on a le droit de faire des expériences sur des humains dans l'espace ? Les lois ne sont pas forcément... Les lois terriennes ne sont pas forcément transposables, puisque l'environnement n'est pas le même. Voilà. Donc, il y a cette notion d'éthique qui est très importante pour un établissement, quand on travaille sur des projets futurs, jusqu'où on peut aller dans les expériences, jusqu'où le droit de la Terre, de l'homme, peut s'appliquer à des planètes qui sont vierges de toute vie. Est-ce qu'on a le droit finalement de polluer ces environnements-là ? Il y a peut-être des micro-organismes. Donc là, on est plus dans l'éthique que dans le droit. Et l'éthique, c'est aussi important pour une entreprise parce que c'est le bien agir, c'est aussi sa performance au jour le jour. Et c'est ça qui fait aussi que l'on attire les talents, que l'on attire les partenaires, et donc que ça dépasse le droit. Et enfin, pour conclure, et c'est presque l'introduction de cette prestation, c'est que le parcours, les études, le parcours professionnel, c'est toujours apprendre. On n'arrête pas, après son diplôme, d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup plus appris après mes diplômes que dans toute ma vie, donc il faut rester curieux, toujours apprendre en permanence. Et la meilleure façon d'apprendre aussi, c'est d'enseigner, de formaliser son savoir par des enseignements, et on progresse dans sa connaissance. Voilà.
depuis l'âge de 5 ans, je savais que je serais vétérinaire. Ça, c'est moi, donc j'étais un peu plus de 5 ans, j'étais dans 7-8 ans, avec mon grand-père, avec une génisse, dans la campagne, à côté de Maubec, dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud de la France, le Tarn-et-Garonne, c'est là, c'est de la Garonne. Et donc, j'ai toujours su que je serais vétérinaire. J'ai dit un jour, je serais vétérinaire. Je me rappelle exactement, c'était devant le vétérinaire M. Capéran, qui était dans l'étable. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? J'ai dit, je serai vétérinaire. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire pour être vétérinaire. Ça, j'étais vraiment minot. Et mes parents n'avaient pas plus d'idées que moi de ce qu'il fallait faire pour être vétérinaire. Mais il n'empêche que dans la famille, j'étais devenu le vétérinaire. Le futur vétérinaire. Bien sûr, j'étais un excellent élève. Non, j'étais nul. J'étais médiocre, j'étais feignant, j'avais des mauvaises notes, je faisais toujours autre chose, j'étais dissipé, je faisais tourner en bourrique mes enseignants. Ma mère était institutrice, donc elle était en furie parce que j'étais vraiment le mauvais exemple. Et en plus de ça, j'avais un frère et une sœur qui étaient prix d'excellence, on donnait des prix à l'époque, des premiers de la classe, prix d'excellence, etc. J'étais vraiment le cancre. Voilà. Et puis, ça a duré comme ça. Alors, à l'époque, enfin, cancre. J'étais pas mauvais, j'étais extrêmement paresseux quand même. Et extrêmement distrait. Il y a tellement de choses plus intéressantes à faire, franchement. Et puis bon, bah, un cas comme ça, j'ai fait ma scolarité, j'ai redoublé une classe, j'avais un an d'avance, c'était pas grave. Après, je suis rentré en 6e, j'ai continué tranquille, en me cachant entre 9,75 et 10,25, en faire juste le nécessaire, mais pas trop. Jusqu'au moment où j'ai compris quand même que pour devenir vétérinaire, enfin, pour passer, rentrer en classe préparatoire, j'ai appris ça, j'étais en 3e, une classe préparatoire et que ça existait avant, je ne savais même pas que ça existait. Qu'il y avait des concours. Pour moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un examen ou un concours. Bon, j'ai appris ça et j'ai commencé à penser qu'il fallait que je me mette éventuellement à travailler. Ah ouais, j'étais quand même un élève modèle. Hein. Vous voyez, pour la photo de classe, j'étais élève modèle. Il n'y avait pas de doute. Hein. C'était facile, ça. Pas... Bon, la frange a été coupée, il y a un coup de ciseau qui était parti par hasard, mais bon, j'étais vraiment... Quoi qu'il en soit, donc, en seconde première, je me suis vraiment mis à bosser. Et ce qui était, alors, deux choses. Un, c'était idiot parce que pendant que mes petits camarades qui s'amusaient parce que ils pouvaient aller faire du sport, aller voir les copines, etc., moi, je rattrapais tout le retard que j'avais accumulé, tout bêtement. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était possible parce que la sélection était beaucoup moins violente qu'elle ne l'est maintenant. Maintenant, vous êtes dans un monde scolaire où la sélection est violente, où il y a beaucoup de monde pour peu de place, que ce soit dans les collèges techno, etc., dans les lycées techniques, etc., c'est très difficile et vous n'avez pas cette même liberté que celle que je peux avoir d'être un élève médiocre et de pouvoir quand même poursuivre dans le général avec des possibilités de rattrapage. Donc, moi, j'ai eu la chance, au bon vieux temps, de pouvoir commencer à travailler très tard, alors que vous êtes obligé de travailler maintenant. Parce que on ne vous laissera pas les mêmes chances que celles que moi j'ai eues. Donc ça, c'est important. C'était plus facile quand j'étais petit. Bon courage. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à rentrer à l'école vétérinaire. J'ai fait mes études normalement, je suis sorti. Et quand je suis sorti de l'école vétérinaire, je suis allé travailler dans la campagne pour soigner les veaux, les vaches, les cochons et les grands-mères. Et je fais des opérations, pas sur les fusées. J'opérais avec mes mains les veaux, les vaches, les cochons, les chiens, les chats, mais pas les grands-mères. C'est rassurant pour les grands-mères. J'ai fait après, hein, maintenant, de temps en temps, ça m'est arrivé de recoudre des gens quand j'étais un peu embêté, parce qu'un vétérinaire, ça va beaucoup plus vite que les urgences. Mais c'est autre chose. Donc, quoi qu'il en soit, donc, je suis devenu vétérinaire et j'ai travaillé comme vétérinaire pendant 5 ans. Après, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ce que tu fais, c'est rigolo, tu dois rejoindre à l'école vétérinaire, parce qu'il y avait un prof qui avait une chaire de pathologie du bétail, pathologie donc les maladies des animaux, de rente, c'est-à-dire les veaux, les vaches, les cochons, les chèvres, etc. Et donc, ils m'ont demandé de venir, et je suis rentré là-bas comme assistant pour apprendre aux étudiants les gestes vétérinaires, parce que j'avais une pratique intéressante et importante. Et là, un jour, mon chef de service m'a dit, le chef de laboratoire s'en va, vous devez prendre sa place. J'ai dit, mais j'y connais rien. C'est pas grave, vous apprendrez. Et je suis devenu responsable et chef de laboratoire. Enfin, chef.
responsable, je dirais, du laboratoire de pathologie du bétail. Et il a fallu que j'apprenne l'immunologie, la virologie, la bactériologie, etc. rapidement. Parce qu'en tout ça, j'avais 7-8 personnes sous mes ordres qui en savaient déjà 100 fois plus que moi. Mais comme je suis très beau, très intelligent et très fort, ça vous fait marrer, ça? Hein, c'est vrai. Bon. Donc, non, c'est pas vrai, je suis comme les autres. Hein. Et en plus, je faisais de la radio, du journal, j'écrivais dans un journal, etc. Et un jour, j'ai vu une annonce, vétérinaire cosmonaute, pourquoi pas? C'est pour moi. Puisque je suis très beau, très grand, très fort et très intelligent. C'est pour moi. Et donc, j'ai postulé. Il y avait beaucoup de monde qui postulait, mais bon. Et d'épreuve en épreuve, au bout d'un an, après des examens médicaux approfondis, tous les trous, tous les bouts, pendant plusieurs jours, après des entretiens, j'ai été sélectionné comme astronaute avec mes petits camarades. Alors j'ai fait ma thèse dans la dessus. Avec mes petits camarades, j'ai été sélectionné en 1985 comme astronaute français. Donc on reconnaît toujours, il y a quelqu'un qui porte de la couleur par rapport à ceux qui ne portent pas. Voilà. Là, on va pas raconter ça, mais bon, c'était assez rigolo. Et donc, voilà, donc, vous m'avez reconnu. Et donc, je suis devenu astronaute. J'ai commencé à travailler. Alors, je n'ai pas travaillé comme astronaute, j'ai travaillé sur des projets, notamment sur un projet qui s'appelait le projet Rhésus. Et ce projet devait voler sur la navette américaine, théoriquement en 1989. Donc, j'avais 4 ans pour me préparer. Un mec comme moi, quand même, 4 ans, c'est bon. Le projet a pris du retard. En 1989, il y a eu un petit événement dont vous entendrez parler qui s'appelle la chute du mur de Berlin. Oui. Vous avez entendu parler de ça? Ça a fait éclater le monde de l'époque. Le monde a complètement été transformé par cet événement. Chute du mur de Berlin, disparition du bloc soviétique, dilution du bloc soviétique. Et on est passé d'un monde bilatéral où 2 pays, 2 blocs s'affrontaient. Et la France principalement et l'Europe étaient un peu entre les deux et jouaient un coup l'un, un coup l'autre, ce qui permettait de développer un certain nombre d'activités. On est rentré dans un monde multilatéral avec des nouvelles puissances émergentes comme la Chine, l'Inde, le Japon, les Philippines, etc. Et la disparition du bloc soviétique et de la Russie qui est tombée en déshérence totale, maintenant ça repart un peu, mais en déshérence totale pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc ça a fait que la politique spatiale a changé et que le projet sur lequel je travaillais est devenu un projet obsolète, c'est-à-dire hors d'intérêt à cette époque-là. Et donc il a été arrêté et abandonné. Donc avec cet abandon-là, j'ai bien entendu perdu mes chances de voler. Il n'empêche que j'ai fait un petit peu d'entraînement. Là, j'étais dans une centrifugeuse à Moscou. Voilà. Et là, c'était... quand j'ai passé... Je suis pas bien habillé? Franchement. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Tiens, qu'est-ce que c'est, d'après vous? Hein? Ça, c'est la combinaison juste au corps que l'on porte lorsqu'on a un scaphandre de sortie extravéhiculaire. Et ce que vous voyez là, c'est des petits tuyaux, c'est comme un radiateur d'auto dans lequel on fait circuler un fluide pour vous refroidir. Parce que quand on est dans un scaphandre, la chaleur ne sort pas. Là, ici, on s'agite quand vous allez courir, vous faites du sport, vous dépensez de l'énergie, il y a de l'énergie mécanique qui vous fait courir, sauter, etc. Et puis il y a de l'énergie calorifique qui est un peu perdue, qui est le résultat de cette consommation. Et donc, là, vous avez l'air, soit vous courez, puis il y a la convection, la gravité, etc. Vous évacuez cette chaleur. Quand vous êtes dans un scaphandre, il n'y a pas de convection, il n'y a pas de circulation d'air, et donc vous chauffez. Et donc vous risquez de faire une insolation sans qu'il y ait de soleil, parce que vous allez monter à 35-40 degrés à l'intérieur de scaphandre. Et donc, il y a ce système de figures qui sont branchées ensuite sur un radiateur. Donc ça, c'est le vêtement, et ça, c'était à la sortie. Et j'ai fait des entraînements, et au moment de l'examen en piscine, qui avait duré 6 heures, j'avais perdu pratiquement 1 kg. J'avais perdu 1 kg d'eau. J'étais complètement déshydraté, j'avais les yeux dans le fond des yeux, etc. etc. J'ai bu 2 litres d'eau en moins d'une demi-heure, parce que j'étais complètement déshydraté. Donc voilà, donc ça c'était, je trouve que c'est très élégant. Oui, c'est magnifique. Ah, quand même. Bon.
Quoi qu'il en soit, donc après l'arrêt du projet Résus, j'ai commencé à travailler dans l'espace. Et puis de circonstance en circonstance, eh bien, je me suis occupé de Mars, puis après de la recherche de la vie extraterrestre dans le système solaire. Et puis après, on m'a confié les exoplanètes. Et c'est comme ça que j'ai étendu mon terrain de jeu d'une petite planète, la Terre, à l'espace autour de la Terre, à Mars et à la Voie lactée. Je me suis bien amusé. Je ne pense pas que les élèves comprennent peut-être la photo, le système solaire. Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, j'ai dit une chose. Pour le savoir, il y a des tas de moyens mnémotechniques, mais il faut partir la plus proche du Soleil. Mercure. D'accord? Tout le monde savait que Mercure était la planète la plus proche du Soleil. Bien sûr. La deuxième planète, Vénus. Vénus, c'est la petite sœur de la Terre, elle a la même taille, qui a très mal tourné, parce qu'au lieu d'avoir un climat tempéré, elle est à, on va s'appeler 400 degrés à peu près dans l'atmosphère au niveau du sol, 400 degrés Celsius. Donc ça chauffe. D'accord? Et puis elle a une petite atmosphère très sympathique, avec un petit peu d'azote, et puis un acide, alors c'est pas de l'acide carbonique simplifié, non, c'est de l'acide sulfurique. Sympa. Hein? Donc, on est prêt à y aller demain. Donc, Vénus. Troisième planète, la Terre. La Terre. On est où ici? On est sur Terre. D'accord. Nous sommes sur la troisième planète du système solaire. À 150 millions de kilomètres du Soleil. Un peu plus loin, il y a la quatrième planète. Mars. Yes. Après Mars, on change de régime, on change de style, on a Jupiter. Quelle est la particularité de Jupiter? C'est la plus grosse planète. Et c'est une planète géante gazeuse. Donc, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Alors Mars, c'est la petite cousine. Regarde, elle est petite, qui s'est complètement rabougrie. C'est la petite vieille de la famille. Elle a perdu l'atmosphère, elle a perdu l'eau, il n'y a rien. Donc, ces quatre planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont ce que l'on appelle les planètes rocheuses. La Terre, c'est une petite couche qui mélange à la fois des grains, des petits grains rocheux de cailloux divers et variés, et de la matière organique. Donc de la matière vivante qui est fabriquée par la vie. L'humus, on appelle l'humus. La terre, c'est ça. La terre qu'on retourne, la terre qu'on cultive, c'est ça. C'est des micro-grains qui viennent donc de ce qu'on appelle des roches, par érosion, et donc avec de l'humus, avec un mélange, avec de la matière organique dedans. C'est ça la terre. La roche, le sable, c'est une roche. Parce qu'il n'y a pas d'humus dedans. D'accord? C'est du silicium, c'est de la silice pure. Donc une roche, ça peut être compact ou sous forme de petits grains ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas d'humus. C'est ça, les gens font la roche et la terre. La terre, on cultive, on peut cultiver avec de la terre, on va cultiver avec de la roche. Ça ne marche pas. Donc les planètes telluriques. Au-delà de Mars, Jupiter, après Jupiter, Saturne. Après Saturne, Uranus. Et après Uranus, Neptune. Et après, les planètes naines, Pluton, et puis plein d'autres planètes naines qui portent des noms différents, mais qui ont à peu près la taille de Pluton. C'est pour ça qu'on a déclassé Pluton, pour le plus grand malheur de nos amis américains, parce que c'est eux qui l'avaient découvert. Toutes les autres planètes, elles ont été découvertes soit par nos ancêtres, soit par des Européens. Ils ont gardé le fait qu'ils ont trouvé Pluton parce que c'est la seule planète qu'ils ont trouvée. Et du coup, c'est un peu. Ils sont fiers de ça, alors du coup, eux, ils l'ont gardé comme planète. Ils n'acceptent pas le verdict international. Les exoplanètes sont des corps célestes qui tournent autour d'une autre étoile que le Soleil. Qu'est-ce que c'est une étoile? Une boule de feu. C'est un corps céleste qui émet de la lumière.
Parce que c'est une bombe atomique, les étoiles, ce sont des bombes atomiques permanentes qui sont tellement grosses qu'elles ne peuvent pas exploser. Et que les lois de la gravitation de Newton font que tout ça, ça reste compact. C'est tellement gros que la réaction atomique qui se produit à l'intérieur ne la fait pas exploser. Mais c'est une énorme bombe à hydrogène, un soleil. Et ça émet de la lumière qui se traduit par le fait qu'on puisse la voir, par le fait que ça fasse de la chaleur, par aussi des rayons X, des rayons gamma, donc des rayons de la lumière sous toutes ses formes. D'accord? Ça, c'est une étoile. Alors qu'un corps céleste, une planète ou un satellite, c'est un corps céleste que l'on voit, disons, dans le système solaire, parce qu'il reflète la lumière du Soleil. Mais il n'émet pas, alors il émet un peu de chaleur quand il est jeune, mais c'est quand même des corps relativement froids, ils n'émettent pas la lumière visible. Ils ne font que réfléchir la lumière visible. D'accord? Donc c'est bien la différence entre un corps céleste et donc un Soleil. Donc, notre Soleil est une étoile, je suis trop près de la caméra. Donc, on est. Donc, une étoile émet de la lumière, une planète, eh bien, elle ne fait qu'à réfléchir. D'accord? Donc, c'est bien que différent. Donc, notre Soleil est une étoile, et puis il y a des planètes, on a découvert en 1995, à Nice, par deux Belges, Michel Mayor et Didier Queloz. Ils ont découvert la première exoplanète, la première planète qui tournait autour d'une autre étoile. C'était une révolution, et maintenant on en connaît à peu près pas loin de 5000. Donc 4500 qui sont en suspension, en train d'être découverts. Donc voilà, donc une planète, c'est ça. Donc nous, on est le système solaire, donc je répète, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, planète tellurique, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, planète géante gazeuse, parce qu'il y a probablement un petit noyau qui doit faire à peu près entre 4 et 10 fois la masse de la Terre, qui a accumulé, qui retient par gravité des enveloppes gazeuses extrêmement importantes qui font que nous on n'en voit que la partie gazeuse et qui ont une densité très faible. La densité de Neptune, c'est moins que la densité de l'eau, c'est 0,2. C'est comme le Blue Sky, pareil. Donc c'est des planètes qui sont énormes, qui pèsent une masse énorme, mais qui ont une densité très faible. Vous faites bien la différence entre le poids et la densité. Donc la densité, c'est ce qui fait que les choses, c'est le poids d'un certain volume par rapport au même volume en poids d'eau. D'accord? Densité de 1, c'est l'eau. Densité de 2, c'est quoi? L'aluminium. Pas une question. Toutes les planètes gazeuses, elles ont un noyau. Toutes les planètes gazeuses elles ont un noyau. On pense que oui. On ne les a jamais vues, bien sûr, parce que... Voilà. Et actuellement, les gens pensent que oui. Elles ne peuvent se former que si elles ont une masse supérieure à 4 fois la masse de la Terre. Et on pense qu'une planète qui a une masse tellurique, une masse rocheuse de plus de 4 fois la masse de la Terre, elle est obligatoirement avec des enveloppes gazeuses très importantes. Parce qu'elle a obligatoirement retenu les gaz autour d'elle. Donc on pense qu'elles ont un noyau tellurique. Alors il y a des discussions, parce que par exemple sur Jupiter, les gens pensent que le noyau, ça peut être un noyau, alors c'est compliqué à comprendre, d'hydrogène métallique. L'hydrogène, c'est le gaz léger, puisque c'est un proton et un électron. Donc c'est vraiment l'élément, le premier élément formé, c'est l'élément qui a été formé au départ de l'univers, avec le Big Bang. On est tous issus d'hydrogène du Big Bang. Et donc, cet élément-là, il est extrêmement volatile et gazeux, c'est très difficile de regarder, mais quand il est comprimé, ça devient un gaz, si on le comprime encore, ça devient liquide, et si on le comprime vraiment très fort, ça devient un métal. Et sur Terre, on arrive à faire un peu d'hydrogène métallique, dans des laboratoires très spécialisés, mais on imagine, alors il y a des gens qui imaginent que le cœur de Jupiter pourrait être un noyau d'hydrogène métallique. Parce que Jupiter, c'est quand même essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Juste quelques saletés en plus qui ont été fabriquées plus tard, mais la saleté, méthane, etc., c'est tout carbonique, mais c'est essentiellement ça. Donc on pense qu'elles ont toutes. Et alors, avec les exoplanètes, ça a été intéressant parce que les exoplanètes, on ne sait pas les voir. On sait les détecter avec des moyens, par leur effet sur le Soleil. On en parlera ce soir, si vous venez ce soir à la conférence. On essaie de les détecter, mais on ne sait pas les voir. Et donc, on suppose, on arrive à trouver leur masse,
et leur distance au Soleil. Grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'on connaît sur les planètes. Et maintenant, avec de nouveaux satellites, on est capable de mesurer leur diamètre. Donc avec leur diamètre et leur masse, on détermine leur densité. Donc une planète qui a une densité de 2,3, on sait que c'est du silicium, enfin des silicates, des oxydes de magnésium, etc. C'est une question très importante. Et c'est vous qui les étudierez. Parce que ça, c'est des choses qui vont se découvrir dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. C'est quand vous ferez vos docs et vos postdocs à l'université. C'est vous qui avez étudié ça, pas moi. Donc voilà, bon, autre question. Qu'y a-t-il au centre d'une galaxie? Qu'y a-t-il au centre d'une galaxie? On pense qu'au centre de toutes les galaxies, il y a ce que l'on appelle un corps noir supermassif. Alors, le corps noir, c'est noir. Alors, ce que l'on appelle un corps noir ou un trou noir, c'est un corps céleste qui s'est formé en accrétant de la matière. La matière, c'est vous, nous, n'importe quoi, etc. Donc un trou noir, c'est cette matière. Et c'est comme un soleil, si vous voulez, qui s'est éteint, mais qui a ramassé tout ce qu'il y avait autour. Il a attiré petit à petit. Et il a une masse telle que même la lumière ne peut pas en sortir. D'accord? La lumière, les photons, pour simplifier, sont soumis aux lois de Newton. Et donc, si elles sont elles sont attirées par la gravité, c'est une découverte d'Einstein, au début du XXe siècle. Et donc, un trou noir, il empêche même la lumière de sortir. Et on ne détecte le trou noir que par les effets qu'il a sur ce qui l'entoure. Il dévie la lumière. Quand la lumière passe très vite à côté et assez loin, elle n'est pas absorbée, elle est déviée, simplement. Et puis, quand il y a des choses qui tombent dedans, elles accélèrent tellement qu'elles émettent de la lumière. Donc, je ne vois pas le trou noir, mais je vois que ce qui tombe dedans, ça émet de la lumière. Je ne suis pas physicien, je ne suis pas astrochimiste, astrophysicien, mais il y a des centaines de personnes qui travaillent là-dessus. Et donc, on pense qu'au centre de toutes les galaxies, il y a un trou noir supermassif. Supermassif, ça veut dire qu'il fait 1 million, peut-être 1 milliard de fois la masse du Soleil. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est des objets de physique tout à fait particuliers qu'on commence à connaître, à découvrir, etc. Mais ce n'est pas facile d'analyser. Une question. Et ça ferait quoi s'il y avait un trou noir dans le système solaire? Est-ce qu'il pourrait y avoir un trou noir? Alors, on ne pense pas, parce qu'il faut qu'il y ait une énorme masse. S'il y avait une masse, le Soleil représente 90 ou 95% de la masse du système solaire. Jupiter, 4% restant, et le reste, c'est le reste. Donc s'il y avait un trou noir, les trous noirs, ils ne se promènent pas, c'est pas... D'accord? Donc, le trou noir donc s'il y avait un trou noir dans le système solaire, il ferait plusieurs millions de fois la masse du Soleil, alors d'abord on ne serait pas là pour en parler. et donc, on détecterait un trou noir, il n'y a pas de petit trou noir. Enfin, en petit, en volume, oui, parce qu'on pense que c'est un volume, ça peut être le volume d'un ballon de foot. Plusieurs millions de fois ou des milliards de fois la masse du Soleil. Donc c'est compact. C'est petit, mais ça aura des effets énormes. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Même la notion de dimension pour un trou noir n'a pas de sens. On ne peut pas le résumer comme ça. Mon image du ballon de foot, c'est juste une image, d'accord? Mais donc, il ne peut pas y en avoir au milieu du système solaire. D'accord? Sinon, on le saurait. Enfin, c'est pas possible. Il y en a plusieurs qui sont liés gravitationnellement, notamment ils sont liés par simplement la force de gravitation, autour du trou noir, etc. Ça tourne, ça. Effectivement, donc, une galaxie, c'est un ensemble qui comporte plusieurs étoiles. Et notre galaxie, la Voie lactée, elle compte à peu près entre 200 milliards et 400 milliards d'étoiles. On les a pas toutes comptées, et avec nos petits yeux, on peut en voir 7000. Les autres, elles sont trop loin ou pas assez lumineuses pour qu'on puisse les voir. Donc ça fait beaucoup d'étoiles. Et nous, on est à peu près, vous voyez, le système solaire, il est à peu près, et ça c'est le cœur de la galaxie,
Ça, c'est les marges de la galaxie. On est à peu près au milieu, hein, à peu près. D'accord? Et donc, la galaxie, elle a une forme spirale parce qu'elle tourne sur elle-même. Donc, voilà la galaxie. Donc, il y a plusieurs. Et dans l'univers connu, on suppose qu'il y a à peu près entre 200 et 300 milliards de galaxies. Beaucoup de planètes. Beaucoup d'étoiles. Et probablement beaucoup de planètes. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur les astronautes, l'espace, le droit? Est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi dans l'espace? J'avais entendu qu'un satellite n'était pas forcément en orbite et il était en constante chute et qu'il était tout le temps rattrapé par l'attraction terrestre. Alors, question très intéressante et fondamentale. Vas-y. C'est les mouvements qui clairs, les lois de la mécanique spatiale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un satellite? D'accord? Première question. Un satellite, c'est un objet de petite taille qui tourne autour d'un objet de plus grosse taille et qui est lié à cet objet par les lois de la gravitation. Lois de la gravitation que vous connaissez bien sûr, qui font que vous tombez. Et quand on prend un verre, on lâche quelque chose, alors je ne vais pas lâcher ça, parce que c'est à moi, ça tombe. Ça veut dire que ça, comme moi, comme nous tous ici, on est attiré par la Terre. D'accord? Et ça a été découvert par M. Newton, dont vous avez entendu parler. D'accord? En physique, vous avez fait la gravitation, vous avez parlé de la gravité. Donc vous savez ce que c'est que la gravité. C'est justement cette propriété qu'ont deux corps de s'attirer l'un l'autre. Tous les corps s'attirent. Mais simplement, la force d'attraction des corps est proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Ce qui se traduit, vous avez dû apprendre ça, si vous avez fait la physique et la gravitation, vous avez dû l'apprendre. La loi de la force est égale à G, constante de la gravitation, multiplié par la masse d'un corps M, la masse du deuxième corps M', divisé par D2, le carré de la distance qui les sépare. Donc nous, notre centre de gravité, il y a 6400 km du centre de gravité de la Terre, qui est le centre de la Terre, pour simplifier. Et donc je pourrais, si je connais la constante de gravitation, je peux calculer la masse de la Terre. D'accord? Donc, c'est loi de la gravitation. Or, si je vais, on va prendre un satellite qui est à 300 km, si je construis une tour de 300 km, je ne suis pas satellisé. Si je saute de la tour, je vais tomber au pied de la tour. Parce que la loi de la gravitation, la distance, elle a été, je suis passé de 6400 à 6700 km. Mais mon carré, ce n'était pas beaucoup différent. Par contre, si je saute de la tour, je vais prendre une vitesse tangentielle, donc une vitesse par rapport à la tour elle-même perpendiculaire, hein, sauter, plonger. Je vais continuer à être attiré par la Terre, et donc je vais m'éloigner du pied de la tour. D'accord? Si vous faites quand vous quittez une chaise, quand vous faites du saut n'importe quoi, vous sautez, vous allez un peu plus loin. Et plus vous sautez avec une force importante, plus vous allez sauter loin. Si je suis sur la tour, que je saute très très fort, je vais rater la Terre. D'accord? Et donc je vais être satellisé. Alors, ça c'est une image. Dans la réalité, quand on prend un lanceur, il commence à partir vertical, jusqu'à une vingtaine de kilomètres, et après, il commence à accélérer de plus en plus horizontalement, pour être en tangentiel, et donner de la vitesse. Et la vitesse, pour rater la Terre, il faut atteindre une vitesse de 8 km/s. Et là, on est en orbite autour de la Terre. Et cette vitesse, elle est proportionnelle à la masse de l'objet. Sur la Terre, c'est 8 km/s. Sur la Lune, c'est 2 km/s. Sur Mars, c'est 4 ou 6 km/s. Puisque c'est plus petit. Autour de Jupiter, ça sera peut-être 50 ou 60 km/s. Bon, imagine un peu, vous voyez un peu. Donc, un satellite, c'est un objet qui tourne autour de l'autre objet, qui répond aux lois de Kepler dont on a parlé, mais ça, un peu particulier, mais ça veut dire qu'il y a une vitesse linéaire ou angulaire importante
qui lui permet de rater la surface de la Terre. Mais comme le vide n'est pas totalement vide, petit à petit, il est freiné par les poussières qu'il rencontre, donc l'orbite s'use, il va se rapprocher, et donc tous les objets qui tournent autour de la Terre ou autour d'un autre objet, un jour ou l'autre, finiront par tomber dans la Terre, enfin tomber dans l'atmosphère, parce que leur orbite s'use. Alors, si on a une orbite très proche de la Terre, il reste encore des petits gaz, des petites traces de gaz, etc. Et par exemple, l'orbite de la station spatiale, elle perd 200 mètres par jour, je crois, quelque chose comme ça, donc il faut la remonter régulièrement, faire 200 mètres d'altitude par jour. Un satellite qui est en orbite géostationnaire, donc à 36 000 km de la Terre, où là il y a vraiment très très peu de choses, il va perdre 100 mètres en 10 000 ans. Donc on considère que c'est stable. D'accord? Et donc c'est vraiment l'orbite, la vitesse, vraiment liée à l'endroit où on se trouve, mais pour simplifier, donc, un satellite, c'est un objet qui est lié gravitationnellement, avec les doigts qu'on a discutés jusqu'à présent, avec l'autre objet. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc ensuite, par contre, si je veux aller sur Mars, je ne peux pas rester satellite autour de la Terre. Il faut que je prenne un coup de pied encore plus fort pour quitter l'orbite de la Terre. Et la vitesse de libération, c'est 11 km/s. Si j'arrive à donner une vitesse de 11 km/s, je vais sortir de l'attraction terrestre. Je vais rester dans l'attraction solaire, comme le Soleil. Et si je calcule bien et que je vise bien, je vais me débrouiller pour rencontrer Mars au bon endroit et pouvoir atterrir et rejoindre Mars. Et c'est la même chose pour aller sur Jupiter, vers Jupiter, et pour aller sur Saturne, et pour aller vers Neptune. Le temps est un peu plus important. Et il y a des gens astucieux qui se sont dit, on va gagner du temps, et on va faire l'effet de fronde avec ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Je ne sais pas, maintenant c'est plus la mode d'avoir des frondes, de tirer des cailloux avec des frondes, c'est vachement bien. On va pas relancer la mode. Vous n'avez pas vu qu'il y avait la fronde? Bon, donc les frondes, donc on envoie, par exemple, on va lancer une fusée qui va aller vers Jupiter, donc Jupiter c'est vers l'extérieur, d'accord? On va la lancer, elle va aller faire le tour de Vénus, elle va frôler Vénus, elle va être accélérée par Vénus, elle va revenir vers la Terre, elle va revenir vers la Terre, elle va être accélérée par la Terre, elle va faire un tour du Soleil, elle va re-être accélérée par la Terre, et hop, elle va être envoyée vers Vénus pour gagner la vitesse. Et chaque fois qu'elle frôle une planète, si c'est dans le bon sens, astucieux, bien calculé, etc., elle gagne en vitesse. C'est comme ça qu'on a utilisé pour Voyager. Voyager, Rosetta qui allait sur, etc. Donc vous voyez, on veut aller par là, mais on commence par aller par là, on fait le tour, on vient autour de la Terre, on fait le tour du Soleil, une deuxième fois, et à chaque fois, on accélère. Et donc, ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Donc, on peut faire plein d'astuces avec plein d'astuces. Ça demande des calculs. Et il y a des gens dont c'est le travail, ce sont la mécanique spatiale. Je suis incapable de comprendre ce qu'ils font, mais ils le font vachement bien parce que ça marche. Et c'est absolument spectaculaire d'imaginer ce genre de choses. C'est absolument spectaculaire d'imaginer. Et ça, c'est du calcul qui utilise des lois très simples que vous apprenez. Ça veut dire G même prime sur D2. C'est tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais voilà, donc l'assistance gravitationnelle en mécanique spatiale. Ça, c'est super rigolo. Et ça marche bien. D'autres questions? Oui. Comment on a découvert le système solaire? Comment on a découvert le système solaire? Alors, ce que tu poses comme question est intéressante parce que on est dedans. Et pendant très longtemps, beaucoup de personnes ont cru ou ont voulu faire croire que la Terre était le centre de l'univers. C'était souvent avec des idées religieuses derrière, etc. L'homme est la plus belle chose que la nature ait jamais faite, et la Terre étant la plus belle chose, pourtant la plus belle chose que la nature ait jamais faite, cette Terre-là, elle était le centre de l'univers. Et puis les gens se sont fondés sur le fait que quand on regarde le ciel, on s'aperçoit que les étoiles, le soleil, il apparaît d'un côté, il disparaît de l'autre, et puis le lendemain, il apparaît d'un côté, il disparaît de l'autre, etc. Et donc, on avait
beaucoup de gens avaient des raisons de penser qu'on était au centre de notre univers qu'on ne savait pas définir, bien sûr. Et donc, au centre du ciel, etc. Et puis, il y a des petits malins qui ont remarqué des choses qui ne suivaient pas le mouvement général des planètes. Les planètes, ça veut dire astre aléatoire, astre qui ne bouge pas comme les autres. Et donc, ils ont vu des planètes. À partir de là, ils se sont dit, on va essayer de faire un calendrier. Et ils se sont aperçus que le calendrier des planètes, ce n'était pas le calendrier général de la voûte céleste. Et ils ont émis l'hypothèse que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil. Et une fois qu'on a compris que la Terre tournait autour du Soleil, alors il y en a qui l'ont payé de leur vie. Giordano Bruno, qui a été brûlé par Sainte Église catholique à Rome, parce que justement, il a dit il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs planètes, et la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et Galilée, lui, il a dit si, en fait, j'y crois pas trop, mais bon, on va dire quand même que c'est vrai. Et lui, on l'a pas brûlé, mais enfin, il a menacé quand même de le brûler. Donc Galilée a été celui sur lequel on fonde le fait qu'il ait professé que la Terre tournait autour du Soleil et que le centre de notre système solaire, c'était le Soleil. Et après, bien sûr, à partir de là, on a compris le mouvement des planètes. On ne pouvait pas comprendre quand on pensait que c'était la Terre qui était le centre, parce que ça tournait de façon incompréhensible. Et quand on a compris que le Soleil était au centre, que la Terre tournait autour du Soleil, et que tous ces points bizarres, particuliers, qu'on voyait n'étaient pas des étoiles, mais des planètes, et qu'elles tournaient elles aussi autour du Soleil, on a réussi à faire quelque chose qui était cohérent. Et ça, c'est l'intelligence de dizaines et de dizaines de personnes qui ont découvert avec des moyens très simples, avec des lunettes d'observation, avec des calculs qu'on faisait à la main, ce n'était pas la calculette, en appliquant des lois, qui ont découvert ces choses-là. Et à l'initiative de ça, donc, il y a Galilée, qui n'était pas un calculateur, mais qui était un visionnaire, un observateur. Il y a eu Kepler et Copernic, pour simplifier les grands noms qui ont expliqué ce fonctionnement-là. Donc, c'est des très grands savants qui, avec des moyens extrêmement limités, ont réussi à comprendre, à décrire, à modéliser, c'est-à-dire à mettre en équation le mouvement des planètes. Et donc, ils n'ont pas découvert le système solaire, ils ont construit la conception que l'on a du système solaire. Bien sûr, maintenant, avec les moyens qu'on a, personne ne peut le contester, c'est acquis. Mais comprendre, par exemple, que toutes les planètes tournaient à peu près dans le même plan autour du Soleil, c'est pas facile à concevoir, comme ça. Maintenant, ça semble évident. Mais au départ, c'est pas du tout évident. Pluton, c'est une planète rocheuse ou gazeuse? Alors, les astronomes, ils ont des roches et la glace est une roche. Et donc Pluton est un corps de la ceinture de Kuiper. Et donc ce sont des boules de glace qui ont probablement au noyau un noyau rocheux. Alors probablement parce que ça a une densité qu'on n'est pas, c'est pas loin de la glace, c'est un peu moins, etc. Donc la densité n'est pas très importante. Et donc on sait des corps qui sont essentiellement composés de glace. La question qui se pose, c'est est-ce que sous la glace, il pourrait y avoir un océan qui serait entretenu, alors je vais dire des gros mots, par la chaleur provoquée par Charon qui tourne autour de Pluton. Alors quand on a deux corps qui tournent les uns à côté des autres, ils s'attirent les uns les autres, et s'ils ont une orbite qui n'est pas parfaitement circulaire, cette attraction, elle varie. D'accord? Donc, le noyau rocheux ou le noyau de glace, si la force qui s'exerce varie, il va s'étirer, se raccornir, s'étirer, se rétrécir, etc. Si je fais un mouvement comme ça, avec de la matière, c'est comme quand je prends un trombone que j'essaie de plier comme ça fait de la chaleur. Cette chaleur, elle peut être suffisante pour faire en sorte qu'une partie de la glace près du noyau fonde. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur le plan très pratique, on a compris pourquoi, sous la glace d'un satellite de Jupiter qui s'appelle Europa, il y avait, très probablement, on a détecté, on n'a pas vu, mais on a détecté la présence d'un océan de...
Et l'explication, c'est que comme Europa a autour de Jupiter une orbite qui n'est pas parfaitement circulaire, il y a ce phénomène de marée sur Terre, on dirait terrestre. Ça existe sur Terre, hein, bien sûr, hein, avec la Lune. C'est très petit, ça dégage très peu de chaleur. Mais sur Europa, avec Jupiter qui est très gros, Europa qui n'est pas très grand, et avec une orbite qui est assez ovale, ça fait suffisamment d'énergie, de chaleur, pour effectivement maintenir à une température suffisante pour avoir de l'eau liquide au niveau autour du noyau. Et donc on a une couche de glace qui fait, les gens discutent entre 10, 100, 200 km d'épaisseur, beaucoup, hein, et un océan qui ferait 100, 500, peut-être 1000 km de profondeur. Ça vous donne aussi l'idée d'incertitude et de méconnaissance que l'on a. Bien sûr, comme il y a de l'eau liquide, il y a des exobiologistes avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler pendant plusieurs dizaines d'années, qui disent il y a de la vie, il faut aller la chercher. Il y a même peut-être de la vie organisée, il y a même peut-être des sirènes. Sirènes, on n'est pas sûr quand même. Hein. Voilà, donc tout ça, ça alimente, disons, une réflexion, des perspectives, etc. Et donc, pour revenir à Pluton, donc Pluton c'est une planète naine qui fait partie des corps qui sont au-delà des géantes gazeuses et qui sont essentiellement des corps composés de glace. Ce sont des boules glacées. Alors, il n'y a pas que de la glace dedans, mais des boules glacées. Et quand on a découvert Pluton, les seules photos qu'on a eues, hein, très rapide, on a vu un monde tout à fait extraordinaire. Une dernière question? Est-ce que toutes les planètes du système solaire sont apparues en même temps? Alors, ça c'est une question intéressante. Les planètes du système solaire sont apparues en même temps. Alors, ça dépend si tu parles de fractions de seconde ou de millions d'années. La notion du temps, elle est relative. D'accord? Donc, les planètes se forment, le système solaire, il se forme à partir d'un nuage de poussière, je simplifie, hein, de poussière et de gaz. Il tourne sur lui-même, au centre, ça se concentre, ça s'appelle le Soleil. C'est quasiment simultané, mais on ne peut pas dire que ça soit au même instant précis. Sur, je dirais, une dizaine de millions d'années, oui, c'était en même temps. En sachant que le Soleil a 4,5 milliards d'années, plus de 4,5 milliards d'années, le système solaire. C'est-à-dire 10 millions d'années sur 1 milliard, c'est beaucoup. Hein. D'accord? Donc, c'est presque en même temps. C'est Alessandro Morbidelli qui a fait une modélisation à Nice avec d'autres scientifiques. Le calcul, la présentation dure à peu près une quinzaine de une minute, 2 minutes et demie. Mais les calculs, c'est 3 minutes, c'est 3 semaines de calcul avec les plus puissants calculateurs qu'on ait en France. C'est le modèle. Et il montre qu'il y avait des corps partout dans le système solaire. Ces corps se sont agrégés les uns avec les autres. À un moment donné, ça fait 2 grosses planètes géantes que sont Saturne et Jupiter. Et ces planètes géantes, elles sont rentrées en résonance à 800 millions d'années après le début du système solaire. Et cette résonance, le fait qu'elles tournent, une qui faisait 3 tours et l'autre qui faisait 4 tours, le Soleil, à un moment donné, cette résonance fait que, par effet gravitationnel, ça a dispersé tous les petits corps qu'il y avait à l'intérieur, qui sont venus aussi bien à l'intérieur du système solaire et qui ont été captés par Mars, par la Lune, par la Terre, par Vénus, par Mercure, etc. Et d'autres qui sont partis à l'extérieur et qui ont fait la ceinture de Kuiper et qui ont fait aussi ce qu'on appelle le nuage de Oort qui est au-delà de ça. Donc jusqu'à 400 unités astronomiques, donc des distances très importantes. L'unité astronomique, c'est la distance qui nous sépare du Soleil, 150 millions de kilomètres. C'est une unité comme ça. Donc, elles ne se sont pas formées en même temps et une planète, c'est jamais fini. Tout est en mouvement. Nous, on agrège à peu près entre 20 et 40 000 tonnes de poussière par an, des poussières cosmiques qui tombent sur Terre, entre 20 et 40 000 tonnes. C'est quand même beaucoup. Sur 1 milliard d'années, c'est quand même beaucoup de poussière. Donc on continue à grossir. Il y a une autre forme de pollution qui est importante parce qu'elle affecte l'homme, c'est la pollution lumineuse aussi. Avec SpaceX qui va lancer des grandes constellations, ces satellites ils réverbèrent de la lumière et donc ils empêchent l'observation de l'univers, de tout ce qui est. Et du coup, c'est la connaissance de l'homme qui s'en trouve réduite. Alors qu'on dépense des fortunes pour envoyer des télescopes, et là, sur le sol, on ne pourra même plus observer des phénomènes plus classiques.
Et puis la troisième, c'est, on se dit l'environnement, c'est qu'il y a tellement de satellites que ça va finir par être pollué, encombré. Alors il y a certaines orbites qui commencent à être encombrées. Alors c'est pas dangereux pour l'homme, parce que en général, quand les satellites redescendent à 99%, ils sont brûlés par l'atmosphère. Mais c'est une pollution pour les activités spatiales, c'est-à-dire qu'on va avoir des orbites qui peuvent être interdites à toute activité, ou alors la probabilité de se faire taper, d'avoir une collision, c'est à peu près 1 an de vie, donc on ne va pas envoyer un satellite s'il a une chance d'1 an de vie. Donc là, il y a un problème de pollution, mais c'est, je dirais, un problème économique. Alors, il y a des solutions qui sont en développement, mais c'est délicat parce que c'est vrai que autant un satellite, quand il va exploser, là, sous le moment, on va voir s'il y a une collision dans les jours à venir, on va pouvoir détecter, c'est ce satellite qui a fait qui est responsable du dommage. Mais une fois que les débris se sont répartis, ils vont créer des nuées, puis il y a des phénomènes de collision en cascade qui font qu'on n'identifie pas toujours les satellites sont immatriculés, mais leurs débris, qui sont des micro-débris, sont... Donc là, il y a un risque de pollution interne sans qu'on puisse chercher forcément le responsable. Et c'est un vrai question. Alors maintenant, les satellites, on a des règles. On a des règles soit les satellites en fin de vie, on les fait remonter quand c'est des géostationnaires sur une orbite où il leur faudra beaucoup de temps pour descendre, et donc on est tranquille pendant quelques centaines d'années, voire milliers. Et ceux qui sont en orbite basse, dans les centaines de kilomètres, là c'est notre stratégie, c'est qu'ils doivent être conçus soit dans les commandes, ou soit s'ils n'ont pas de commande, par l'application des lois de la mécanique spatiale, pour retomber finalement dans les 25 ans sur Terre. Alors, dans les 25 ans, c'est simple, soit il crée un dommage et celui-là, il paiera, ou soit, ce qui est le cas à 99%, il va brûler l'atmosphère, puis on n'en parle plus. Et on a aussi des règles de prévention, c'est-à-dire qu'on évite par exemple de jeter des débris de lanceurs dans l'espace. Ça, c'est toute la réglementation technique qu'on a fait autour de la loi spatiale pour minimiser la présence des objets, des débris dans l'espace. Et ça, c'est un vrai problème. L'espace est-il une source de futurs métiers sur le plan juridique, sur le plan scientifique, pour les futures générations qui viennent? Très clairement, oui. Très clairement, oui. Oui, c'est... On a besoin de tout le monde dans l'espace. Hein. Ouais. Aussi bien des gens qui font des câbleurs, que de la soudure, que des juristes, que des comptables, que des astronautes, que... Donc c'est une source d'emploi qui existe. Ce matin, vous m'avez fait rêver, Monsieur Clerc, vous nous avez parlé des voiliers de l'espace. Il y a une autre idée, c'est de... Vous savez, quand vous avez entendu parler des astéroïdes qui menacent la Terre, ça peut être grave. Hein. Et donc, l'idée, c'est de peindre la moitié d'un astéroïde en blanc, de façon à ce qu'il reflète. Alors, quand c'est noir, ça absorbe la lumière. C'est pour ça que quand c'est noir, quand on se met au soleil, c'est chaud. Et quand c'est blanc, finalement des voiliers, c'est un miroir, ça reflète la lumière. Ça veut dire qu'on n'absorbe pas l'énergie et donc on la renvoie. Et donc en faisant moitié blanc, moitié noir, on va être capable éventuellement de dévier, c'est infinitésimal, par la force de la lumière solaire, la trajectoire d'un astéroïde qui risquerait de menacer la Terre et de l'envoyer sur une autre orbite. Enfin, de légèrement altérer son orbite. Le seul problème, c'est que si on modifie une trajectoire d'un dixième de degré, ça va marcher aujourd'hui. Mais au 500e passage, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Et donc voilà, donc c'est des choses qui sont à l'étude, ça s'appelle des faits Yarkovsky. Combien de temps il reste assis lors du vol? Combien de temps il reste assis? Alors, à ma connaissance, il reste à peu près 3 heures assis, allongé avant le départ. Il vérifie que tous les systèmes fonctionnent, les systèmes de communication, ils ont des vérifications sur la capsule, que le système d'oxygène fonctionne, que les toilettes fonctionnent, que les systèmes de tous les boutons sont actifs, etc., etc. Ils vérifient un certain nombre de choses. Mais ils sont assis, alors il y en a qui font pas grand-chose. Hein. Il y en a même qui s'endorment. Ils n'ont rien à faire. Alors, donc voilà. Après, une fois qu'ils sont en vol, il reste, alors ça dépend maintenant ça dépend un peu des systèmes, mais ça peut durer entre 1 heure et 3 heures, pareil.
Mais c'est pareil, ils font des checks, etc. La capsule n'est pas grande, hein, de toute façon. En micro-pesanteur, la notion des tracis à moins 200. Il y avait une question là-bas. C'est déjà arrivé qu'une fusée soit bloquée dans l'espace? Est-ce que c'est arrivé qu'une fusée soit bloquée dans l'espace? Les fusées, ce qu'on appelle les fusées, c'est des lanceurs. Les lanceurs, c'est une durée de vie, on avait dit entre 20 minutes et 1 heure, pour simplifier. Hein. Après, ça ne sert plus à rien. C'est vraiment la partie finale. Donc, elle ne peut pas être bloquée. Elle peut démarrer, elle peut ne pas démarrer. On peut arrêter le démarrage pour certaines fusées. La navette, 5 ou 6 fois, on a allumé les moteurs, le moteur principal. Il ne marchait pas assez bien. On l'a éteint. On n'a pas allumé les boosters qui sont des moteurs à poutres qu'on ne peut pas éteindre. Une fois qu'on l'a allumé, c'est comme un pétard. C'est parti. Donc, ça arrivait, et ça dure. Le moteur principal est testé pendant 3 secondes. Donc, c'est arrivé qu'on l'arrête. Les astronautes ne savent pas trop ce qui va se passer. Voilà. Donc, bon, ça, c'est arrivé. C'est arrivé qu'on soit obligé de détruire la fusée parce qu'elle ne va pas sur une trajectoire normale. Elle n'est pas bloquée, on l'a détruite parce qu'elle risque d'atteindre une ville ou de faire quelque chose. Il y en a qui sont des agrégés toutes seules. Ariane 501, la première fusée Ariane, il y a eu un automatisme mal conçu qui a fait qu'à un moment donné, elle a pris une trajectoire telle qu'elle s'est décomposée. On a donné l'ordre de destruction, mais elle était déjà en morceaux. Donc voilà, 501. Donc elle ne peut pas être bloquée, la fusée ne peut pas être bloquée dans l'espace. Après, est-ce qu'on pourrait ne pas revenir de l'espace? Donc, ce qui revient de l'espace, ce sont les vols habités, donc des capsules. Pour l'instant, il n'y en a pas qui a été bloqué, mais ça pourrait arriver. Et ça a failli arriver avec une fusée Soyouz, avec un astronaute indien qui était à bord. Donc, astronaute indien avec 2 Russes, 2 Soviétiques. Il était invité, il était discret. Les Indiens sont généralement des gens discrets, mais plus de ça, il était discret parce que bon, c'était le petit nouveau avec 2 vétérans. Et dans le vaisseau Soyouz, pour rentrer dans l'espace, il fallait rentrer un code sur un clavier avec des chiffres et des lettres en russe, avec une canne. Et donc le sol disait rentrer A, B, 254. Et donc le commandant de bord, qui est au milieu, avec sa canne, il appuie sur les boutons pour rentrer le code. Et là, l'Indien lui dit, je crois que, je ne sais pas quel chiffre est donné, mais je crois que tu as rentré 253 et pas 254. J'ai rentré 254. Je crois que, je ne sais pas. Et donc il a vérifié. Donc c'est quand même, les astronautes sont des gens quand même conscients et raisonnables. Donc s'il y a un doute, il revérifie, il avait rentré un mauvais code. Et là, le code aurait fait exploser le module, aurait fait séparer le module de service de la capsule avant qu'ils aient freiné. Donc là, ils étaient perdus dans l'espace. Parce que c'était les moteurs. Une fois qu'on s'est séparé des moteurs, la capsule, elle reste sur son orbite et puis il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de parapluie, de parachute, de freinage, rien du tout. Et donc ça a failli se produire. Mais ça ne s'est pas produit. Donc là, mais l'Indien a très timidement un tout petit peu insisté et l'astronaute russe, un commandant, un vétéran, a quand même pris en compte cette remarque. Voilà. Mais ça n'est pas arrivé pour l'instant, mais ça pourrait arriver. Par contre, il y a un satellite, donc, par exemple, il y a un très gros satellite qui ne devait pas rentrer sur Terre. Ça s'appelle Envisat, qui est un très gros satellite de l'Agence spatiale européenne. C'est à peu près la taille d'un petit bus. Pas un très gros bus, mais un petit bus. Gros quand même, hein, déjà pas mal. Et donc, un matin, les gens sont venus pour l'activer, pour lever les données. Allô, Envisat? Pas de réponse. Allô, Envisat? Pas de réponse. Pas de signal, rien du tout. Plus aucun signal de quoi que ce soit. On ne sait jamais ce qui s'est passé. Et ça veut dire qu'il y a un très gros satellite, avec des réservoirs qui sont pleins de carburant et qui pourraient exploser si ça rencontre un objet quelconque, ou s'ils sont percés, simplement s'ils sont fragilisés, poum, s'ils sont sous pression. Et on ne sait absolument pas quoi faire. Du jour au lendemain, on a perdu tout contact avec cette chose. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc, il n'est pas bloqué, il est bloqué, il ne devait pas rentrer, mais il tourne dans l'espace comme un fou, sans aucun contrôle, hors de tout contrôle. Et sans qu'on sache
ce qui s'est passé. Il y a des personnes normalement dedans. Hein? Il y a des personnes. Ah non, non, il n'y a pas de personne dedans. Non. Non, si il y avait des personnes, on en parlerait plus. C'est l'image du téléphone. Voilà. Non, c'est des radios, c'est des signaux radio. Hein. Blablabla, hop, pas de signal. Blablabla, pas de signal. Non, c'était pas Sacha, où es-tu? Ah, c'est dur ce que tu dis, intéressant. Tu vois, parce que ce que je racontais tout à l'heure, quand j'ai fait une sélection aux États-Unis, où il y avait une épreuve, où on te mettait dans une chambre anéchoïque, il n'y a aucun bruit, dans un sac, fermé avec une fermeture à terre, dans le noir absolu, sans son, sans rien, pendant 1 heure. Alors, c'est marrant parce que tu n'as plus de stress, tu ne montres plus rien, hein, simplement j'avais des capteurs cardiaques et cérébraux là, sur la tête. Il ne fallait pas dormir, il ne fallait pas parler. On avait un micro, hein, mais il ne fallait pas parler. Et il fallait vraiment être là. C'était un test parce que dans les opérations, on pouvait avoir à mettre des gens, transporter des gens dans un sac à travers l'espace. Il ne fallait pas que ce soit avec des symptômes de claustrophobie. Et donc c'est très... Alors moi j'ai pas peur, naturellement, j'ai pas peur. Mais c'est quand même impressionnant. Et une autre fois, on voulait tester un radar qu'on a fait pour Mars, qui va voler avec ExoMars, pour voir si on pouvait s'en servir pour détecter des gens dans les avalanches. Et donc on avait mis au point un test avec le peloton de gendarmerie de haute montagne de Mont-Blanc, là, de Chamonix. Et il leur fallait un cobaye pour se faire enterrer sous la neige. Et donc le cobaye, c'était moi. Et donc, je me suis retrouvé sous 3,50 m de neige, dans une qualité entièrement fermée. Hein? Ah oui, la vraie neige. Au Mont Blanc. Comment? Oh, il fait pas très froid dans la neige. 0 degré. J'étais lié, j'étais pas tout nu non plus quand même. Hein. Bon. Et là, ça a duré 3 quarts d'heure, 1 heure. Là, j'étais impressionné. Je me doutais bien qu'ils n'allaient pas m'oublier quand même. Hein. Mais il n'empêche que là, c'était aussi bien autant quand j'étais dans ma poche à la NADA, bon, bah, c'était une épreuve, donc tu te bats, tu te dis je vais faire quelque chose. Là, c'était un test purement gratuit, dans des conditions naturelles. Ben, il ne peut rien t'arriver, je veux dire, tu es dans la neige. Je veux dire, il y a de la neige, c'est de la neige. Bon, elle ne va pas s'effondrer sur toi, de toute façon, 1,50 m de neige, c'est pas beaucoup de masse. Hein, voilà. Et tu es là, et t'attends. Ils m'ont pas ils savaient où j'étais, mais ils ne m'ont pas détecté. Ils m'ont sorti quand même. Hein. À l'appel. À l'appel, oui. Ah, t'as une question derrière toi, je reviens après. Comment on faisait pour respirer sous la neige? Et ben, la neige, c'est plein d'air. La neige, tu sais, la neige, c'est des petits cristaux. Regarde, il y a plein d'images. Regarde au microscope, c'est pas si facile que ça, parce que ton microscope, c'est pas réfrigéré, elles fond, ça fait de l'eau. Hein, donc, tu ne peux pas voir grand-chose. Mais si tu regardes des images de cristaux de neige, on regarde avec le microscope réfrigéré, tu vois que c'est plein de petites dents partout, et la neige, c'est léger. C'est de l'eau, et grosso modo, c'est quoi? C'est moins de 10% du volume, l'eau qu'il y a dans pas une boule de neige compactée, hein, comme ça, mais tu prends, c'est comme des œufs en neige, hein, tu prends des œufs en neige, c'est que du gaz à l'intérieur. Hein. Et la neige, c'est pareil. Et donc, tu as suffisamment, sous la neige, tu as suffisamment d'air dans l'environnement. Je n'aurais peut-être pas pu rester 10 jours, hein, mais pour 1 heure ou pour plusieurs heures, il n'y avait pas de problème. Le taux de CO2 ne monte pas beaucoup. J'avais pas de la neige dans le nez. Hein. J'étais dans une cavité dans la neige. Je n'étais pas la neige plaquée sur le visage, etc. C'est une petite niche de neige. Est-ce que j'ai vu des choses Quelque chose d'illogique dans l'espace qui n'avait rien à faire. Illogique Enfin, par exemple. Tous ceux qui sont allés sans moi, c'est illogique. Non, alors je ne pense pas que les gens. Il n'y a pas eu de choses mystiques dans l'espace. Il n'y a pas eu de choses qui viennent de Dieu, dans un buffet. Voilà, non, les gens ont vu des choses matérielles qui existent, des choses concrètes. Il peut y avoir de l'inattendu, mais pas de l'inexplicable. Tu vois la différence entre l'inattendu et l'inexplicable?
Alors, par contre, dans l'espace, pour les astronautes qui vont autour de la Terre, etc., il peut y avoir des inattendus, mais pas de nous. Bien que ce soit clair pour tout le monde. Par contre, les astronomes qui observent le ciel ou qui mesurent tout un tas de données dans le ciel, il y a des choses qui n'ont pas d'explication. Et c'est le propre de la science que de découvrir des choses inconnues et d'essayer de savoir pourquoi ces choses-là existent. Et comme ils ne savaient pas comment ça s'appelle, quand on ne connaît pas, on appelle c'est l'énergie noire et la masse noire, la masse manquante de l'univers. On a des idées que c'est des choses qui existent, qui ont un effet, on ne sait pas les définir, on ne sait pas les découvrir vraiment, et donc c'est inconnu. C'est surprenant. Mais ça, c'est de l'astronomie qui est faite à partir de ça. Les astronautes, non. Pas une question. Est-ce qu'il existe une autre forme d'être vivant, par exemple des êtres vivants qui peuvent respirer sans oxygène? Sur Terre, oui. Sur Terre, il y a beaucoup d'êtres vivants. Alors, je rembobine. 90-95% de la biomasse terrestre est invisible. Ce sont des bactéries, des micro-organismes. Sur ces micro-organismes, il y en a probablement la moitié pour lesquels l'oxygène est toxique. Donc, qui ne respirent pas. Ces micro-organismes, ils utilisent l'oxygène ou le gaz carbonique de l'air. Ils ne respirent pas comme nous. D'accord, ils absorbent simplement l'oxygène. Et donc, ils ne peuvent vivre qu'avec du CO2, du gaz carbonique, qui est mortel pour nous. Ce qu'on appelle les bactéries anaérobies. Anaérobie, c'est-à-dire sans air, contrairement aux aérobies. Donc, il y en a beaucoup. On ne connaît pas d'autre vie que la vie terrestre. Donc, ce qui se passe ailleurs, je n'en sais rien, puisque pour l'instant, il ne se passe rien. D'accord? Chacun a sa question. Ouais, 1m20, 1m40 de long sur 1 mètre de large. Tu mettais à plat. C'est pas grand, c'est même pas un sac de couchage alors. C'est même pas un sac de couchage, non, c'est bien fermé, enfermé dedans. Il y avait juste un peu d'air, il y avait de l'air dedans, puis il était perméable à l'air. Mais j'étais dans le noir, dans une pièce noire, sans aucun son. C'est tout simple. Alors, on va repasser dans l'autre sens, on va commencer par le milieu. C'est peut-être possible qu'il y ait des êtres vivants qui peuvent vivre sans eau. Sans eau. Oui. Est-ce qu'il y a des êtres vivants qui peuvent vivre sans eau? Sur Terre, non. Sur Terre, l'eau, d'abord on en produit nous-mêmes dans notre métabolisme, dans notre catabolisme, et dans notre métabolisme aussi, on produit de l'eau, et on en utilise. On ne voit pas comment ça pourrait exister. C'est pas parce qu'on ne voit pas comment ça va exister, ça n'existe pas. Pour l'instant, on ne voit pas comment ça pourrait exister. Pour nous, l'eau est un élément constitutif de la vie, en tant que composé. Et c'est un des composés les plus représentés dans l'univers. Il y a de l'eau partout. Pas liquide, forme de molécules, etc. Mais il y en a partout dans l'univers. L'eau est très abondante dans l'univers. Donc je ne peux pas très bien répondre à ça. Alors attends, il y avait 1, 2, allez, à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la face cachée de la Lune? La même chose que sur la face pas cachée. C'est ça, il y a des études qui disent, après, ce qui est sur Internet, c'est pas forcément vrai, il y avait des études par des astronautes, il y avait des études bizarres. Alors, il n'y a pas une face. La face cachée de la Lune, c'est un mauvais terme. C'est la face qu'on ne peut pas voir de la Lune. Elle n'est pas cachée. Cachée, c'est d'ailleurs une intention. Simplement, il se trouve que la Lune est verrouillée, on dit ça, verrouillée gravitationnellement avec la Terre. C'est-à-dire qu'elle présente toujours la même face à la Terre. Quand elle fait un tour de la Terre, elle a fait un tour sur la Lune. Est-ce que vous avez compris ça? On va faire un petit jeu pour vous expliquer ça. Mets-toi là. Tu es la Terre. Tu me regardes. Je vais marcher, moi je vais faire le tour comme ça. D'accord? Vous allez me regarder. D'accord? Et toi, tu vas tourner en même temps que moi. C'est pas tout à fait canadien, tu vas tourner en même temps. Sur toi-même, oui. D'accord? On y va? Top! J'ai fait un tour de toi. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu mon épaule gauche.
Vous, qu'est-ce que vous avez vu? Tout. Épaule droite, épaule gauche, devant, derrière. Mais la Lune, c'est pareil. La Lune, c'est comme moi par rapport à toi, elle te montre toujours le même côté. Et donc, quand elle a fait un tour sur elle-même, puisque eux, ils sont à l'extérieur du système, ils ont vu tout de moi. Enfin, presque tout. D'accord? Et donc, c'est comme ça la Lune, c'est la face cachée. La face invisible, c'est la face que tu ne peux pas voir parce qu'elle est verrouillée par rapport à toi. D'accord? Et donc, elle n'est pas cachée, elle est simplement invisible de la Terre. Et donc, il n'y a pas de vraie différence parce que si, par exemple, c'était le Soleil, et ben un coup c'est au Soleil, un coup c'est à l'ombre, un coup c'est au Soleil, un coup c'est à l'ombre, donc elle est comme les autres. D'accord? Est-ce que je t'ai convaincu? Oui. Bon, merci beaucoup. Question? Fin dans l'univers, parce que s'il y a une fin, il est forcément dans quelque chose, et le quelque chose est forcément dans quelque chose. Ah! Est-ce qu'il y a une fin dans l'univers? Il y a d'autres univers. Je sais s'il y a une fin, il y a un début, et on ne sait pas où est le début, donc on ne peut pas trouver la fin. Ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'il y a une frontière à l'univers? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a s'il y a une frontière, qu'est-ce qu'il y a au-delà? C'est ça ta question. Il y en a deux. Donc, je vais vous donner mon explication à moi, et que cette énergie s'est transformée en matière, et que ça a notamment formé et l'hydrogène. La matière, de base, c'est l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire le proton. Je ne sais pas si vous avez fait ça en physique. Donc ça, c'est le Big Bang. Et ça a fait un ensemble dans lequel il y a eu des petits grumeaux. Il n'était pas entièrement homogène. S'il avait été parfaitement homogène, eh bien, ça serait resté parfaitement homogène. Mais dedans, il y a des atomes qui étaient plus près les uns que les autres, comme ils se sont attirés. Deux atomes, ils en ont attiré un troisième, et ça fait des petits grumeaux. Et ces petits grumeaux, en s'assemblant, ça a fait des soleils. Et ces soleils, ça a fait l'ensemble des éléments. C'est plus compliqué, c'est des réactions nucléaires, etc. Ça a fait l'ensemble des éléments que nous connaissons, 98 éléments naturels qui composent l'ensemble de l'univers que l'on connaît. Donc, l'univers que l'on connaît, c'est de la matière qui s'est formée il y a à peu près 15, et quelques milliards d'années et qui est en expansion permanente, et ça, on l'a vu, on le voit tous les jours en regardant et en constatant que le ciel est noir. Si le ciel de la nuit est noir, c'est que l'univers est en expansion. Donc, il est en expansion. Donc, s'il est en expansion, il a commencé à un moment donné, il est en expansion, il y a un endroit où il n'y a plus d'univers. Et au-delà de ça, on ne sait pas ce qu'il y a. On dit simplement, moi je dis, il n'y a rien. Parce que l'univers, c'est dans cet ensemble, ce volume énorme, 15, et quelques milliards d'années de rayons, j'allais dire, qui obéit aux mêmes lois physiques que celles qui nous régissent. S'il y a d'autres lois physiques, c'est inaccessible. Donc pour moi, c'est rien. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la même loi physique. Et ça rejoindra un autre débat, j'en parlerai 2 minutes après si on a le temps. Et donc, si tu veux, au-delà, il n'y a rien. Alors, je prends l'exemple du cake. Tu fais un cake avec des raisins. D'accord? Imagine que moi, je suis un petit grain de raisin. Je suis sur un petit grain de raisin. Et puis, le cake est transparent. Hein, je vois les autres grains. Je vois les autres grains de raisin. Je mets ça au four. On me met au four. Je vais voir tous les grains de raisin qui m'entourent s'éloigner de moi dans toutes les directions. Pareil, dans toutes les directions, pareil. Je ne sais pas où est le début, je ne sais pas où est la fin, je ne sais pas où est le centre. Le centre, c'est moi, puisque par rapport à moi, tout s'éloigne à la même vitesse. Et bien dans l'univers, c'est pareil. Alors, il ne joue pas avec des grains de raisin, avec des galaxies, hein, mais c'est à peu près le même principe. Pour simplifier l'image, c'est une image qui m'a donnée par M. Smoot, qui était prix Nobel de physique, hein, et qui a découvert l'expansion de l'univers, qui a commencé à pas le découvert, mais au moins il l'a matérialisé avec des observations spatiales. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc si tu veux, au-delà de l'univers, on ne sait pas. Alors il y a des gens, il y a des Bogdanov qui ont écrit au-delà de l'univers, le Dieu, le machin. On peut écrire tout ce qu'on veut, n'importe quoi, personne ne peut contredire. On ne sait pas. Simplement, le monde réel, c'est simplement le monde, l'univers dans lequel s'appliquent les lois de la physique qui me régissent. Au-delà,
J'ai à peu près répondu à ta question? Oui. Un petit peu. Hein. Alors, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le temps n'existe pas. Ah, mais là, alors, je vais dire une chose. Moi, je te donne ma réponse, qui est une réponse forcément très partielle et très simple, très simplifiée, simpliste peut-être. Ça, c'est un objet d'étude énorme. Il y a des centaines de personnes beaucoup plus intelligentes que moi. C'est possible, hein, c'est possible. C'est possible, beaucoup plus intelligentes que moi, qui travaillent là-dessus, qui développent ces connaissances, etc., avec tout un tas d'hypothèses. Il y a des missions spatiales qui essaient de répondre, non pas déjà pour comment il s'étend, est-ce que l'expansion est continue, est-ce qu'il va s'étendre tout le temps, est-ce qu'il va ensuite se contracter, etc. Ce qu'il y a au-delà, c'est totalement immatériel, c'est inimaginable. On n'a aucun outil pour imaginer ce que c'est. Et donc, pour moi, c'est rien. Et si tu veux en savoir plus, tu fais des études de cosmologie, et après tu verras que ce que je t'ai raconté, c'est des grosses âneries, que c'était inadmissible que quelqu'un dise des bêtises pareilles, etc. Et pour l'instant, c'est la seule chose que je peux te dire, parce que c'est la seule chose que je comprends. Une question. S'il y a eu un Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ben rien. Et ben c'est l'énergie. C'est le fait qu'à un moment donné, il y a eu une concentration d'énergie qui c'est E égale mc2, hein, c'est la transformation de la masse en énergie et de l'énergie en masse. Donc le Big Bang, je ne sais pas ce qu'il y avait avant. Le Big Bang, c'est par le calcul qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu forcément un moment, il y avait une phase, l'univers était, enfin ce qui était à l'origine de l'univers était infiniment petit, sans qu'on soit capable de dire ce que c'était, et qu'en quelques millièmes de secondes, c'est passé à un infiniment grand, qui a continué à croître, dont rien. Expliquez-moi comment des astéroïdes peuvent être capturés, pour être capturés tous les deux en position équatoriale et en orbite circulaire. Alors on réfléchit, on dit c'est difficile. Donc lui il dit c'est un impact sur Mars qui a fait comme pour la Lune, éclater Mars, les choses se sont réassemblées par des phénomènes d'astronomie qu'on connaît bien, et ça a fait ces deux lunes différenciées. Donc sur Mars, on peut voir deux lunes. Je ne peux pas dire si on peut les voir en même temps ou pas, mais je pense qu'on peut les voir en même temps à un certain moment. Jupiter, alors Jupiter, il n'y a pas de surface, c'est une planète gazeuse, mais si on était autour de Jupiter, auprès de Jupiter, il doit avoir à peu près, actuellement ils en sont à 60 satellites. Saturne, il doit être à 70, c'est une sorte de compétition dans des couples. Alors c'est tout petit, hein. D'accord? Donc oui, il y a des endroits où on peut voir plusieurs lunes. Mars, c'est un exemple concret. Vénus, il n'y a pas de lune. Jupiter, il n'y a pas de lune. Et Neptune et Uranus, honnêtement, je n'en sais rien. Il me semble qu'il n'y en a pas. Mais Saturne, alors ça pose des questions. Hein, pourquoi il y en a tant? Ils sont dans un plan circulaire autour de l'équateur. Comment? Pourquoi? Ça pose des questions. Et si vous regardez les satellites, allez sur Internet, regardez les satellites de Saturne et de Jupiter, ils ont tous des têtes différentes. Donc, les 4 premiers satellites de Jupiter, ils ont été découverts par Galilée. On les appelle les satellites galiléens. Io, Callisto, Ganymède et Europa. Et en été, avec des jumelles, sur un pied quand même, hein, ou avec un petit télescope, vous regardez Jupiter, c'est assez facile à trouver, vous allez voir ces petits satellites, on dirait des petites perles brillantes qui tournent autour de Jupiter, c'est magnifique. Et si vous avez la chance, en été, d'être de pouvoir être dehors au moment de ce qu'on appelle la nuit des étoiles, vous allez dans les clubs d'astronomie, il y en a partout. Hein. Il y a 350 manifestations en France. Donc allez-y, et là vous aurez des super télescopes qui vous montreront les satellites de Jupiter. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, tout simplement? C'est magnifique, c'est rafraîchissant, c'est très bien organisé. Et puis on sent un enthousiasme, une foi éducative au sens noble du terme, du principal et toute l'équipe. Un vrai collectif et un enthousiaste. Ça fait longtemps que ça donne une vision de l'éducation nationale qui est très rafraîchissante, très belle et positive. Et ça donne de l'espoir dans ces jeunes qui arrivent un petit peu maladroits, un petit peu
qu'est-ce qu'on fait là? Et puis on sent que c'est voit un que peu ça se transforme, il y a une magie qui se crée au fur et à mesure. Pour la plupart, on sent que c'est encore un peu l'inconnu. Et oui, mais non, non, ils ont tous été déjà vaccinés, ils sont inoculés, maintenant ils ont pris ils ont été voilà, pris dans le jeu. Et non, c'est magnifique. Alors c'est la première fois que je fais une telle opération. D'habitude, je donne des cours des universitaires, des troisième cycle, et j'ai jamais été aussi impressionné qu'aujourd'hui, parce que c'est vraiment la vulgarisation, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est là, ça vous remet en cause totalement, parce qu'il faut s'expliquer dans les choses simples ce que vous faites, à quoi vous servez, et par rapport à quelque chose qui fait autant rêver que l'espace, et son organisation, ses perspectives de vie, et le droit y contribue. Dire en des mots simples, qu'est-ce que vous apportez dans tout ça? Parce que tout le monde sait ce que c'est l'espace, et tout ce que c'est, mais vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime à parler de ça à d'autres personnes que votre collègue, ou des gens avec qui vous êtes en relation professionnelle chaque jour, voilà. Donc c'est aussi intimidant et enrichissant. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Alors Monsieur Vizot, après cette journée de conférence, après 3 classes de collège, est-ce que vous pensez que les collégiens, c'est maintenant qu'ils doivent travailler s'ils veulent avoir un avenir dans le spatial? C'est une question un peu trop difficile à laquelle moi je ne peux pas répondre telle quelle, mais la première chose, oui, c'est qu'il faut qu'ils soient curieux. Il faut qu'ils aient la volonté de regarder les choses avec un œil toujours neuf, et ne pas hésiter à affronter même ce qu'ils n'aiment pas, la matière qu'ils n'aiment pas, parce que le prof leur plaît pas, parce que la matière les rebute. Il faut quand même s'y mettre. Travailler, j'ai du mal à donner des conseils de travail parce que je n'étais pas un exemple de travail quand j'étais collégien, mais oui, il faut avoir le courage de s'accrocher. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut baisser les bras, bien au contraire. Il faut s'accrocher, pas forcément pour être le premier de la classe, mais au moins pour acquérir les connaissances de base qui me permettront de comprendre le monde qui m'entoure et donc qui me permettront, entre autres, de passer dans la classe supérieure et d'apprendre des choses nouvelles qui me permettront de mieux comprendre le monde qui m'entoure. La base de l'enseignement pour un élève, c'est pas d'être premier partout. C'est bien, s'il peut l'être, pourquoi pas. Mais être premier n'a pas de sens. L'important, c'est d'acquérir la méthode, les connaissances, pour être prêt à les appliquer ultérieurement pour aborder de nouveaux environnements, de nouvelles connaissances et de nouveaux défis qu'ils rencontreront dans leur vie. Et je crois que c'est ça. Donc moi, j'ai vu des collégiens qui étaient, pour la grande majorité, intéressés. J'en ai vu quelques-uns qui étaient indifférents, mais même s'ils ont écouté d'une oreille distraite, ils en ont retenu quelque chose. Et c'est peut-être quelque chose qui, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 1 an, leur donneront juste la petite pichenette qui leur donne un élan, un déclencheur, une envie, et qui leur donneront enfin, je dirais, l'envie de se construire un objectif personnel. Et un objectif, c'est un objectif, c'est-à-dire qu'on le regarde, on va y tendre, et on doit se garder la liberté de pouvoir s'adapter en fonction de ce que l'on va découvrir sur le chemin scolaire qui mène à cet objectif. Et ça, c'est très important. Il faut être à la fois observateur, souple, réactif et cultivé. Et avec la curiosité, on est capable de se construire, si ce n'est la vie que l'on rêve maintenant, mais une vie agréable à vivre ultérieurement. Et aussi pour les autres, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Alors, les élèves, ils le font d'abord pour eux. Les vieux schnocks dans mon genre, on le fait pour les générations qui viennent. On essaye de leur transmettre quelque chose, du goût, de l'envie, de la curiosité, leur montrer que même quand on est mauvais élève au départ, on peut arriver à faire quelque chose de sa vie. Moi, je suis un exemple parmi d'autres. Il y a plein de gens, j'avais beaucoup d'amis qui étaient mauvais élèves et qui ont quand même réussi à faire une vie agréable et riche pour eux, riche au niveau intellectuel, au niveau personnel. Voilà.
Et donc c'est ce qui... Alors, juste en 2 mots, aujourd'hui, si vous avez un dernier conseil à donner aux jeunes qu'on va accueillir dans quelques instants, s'ils veulent se lancer dans le spatial, c'est avoir un bon niveau d'études et parler anglais, le minimum de bagages pour travailler dans le spatial. Le minimum, mais pas que pour être dans le spatial, c'est parler anglais. Parler anglais. Et meilleur est le niveau d'études, meilleure est l'expérience professionnelle, meilleures sont leurs chances de rentrer dans le spatial qui se fait sous forme de coopération, de façon très large, et qui a besoin de spécialistes. Mais quand on parle de niveau d'études, ce n'est pas que des études universitaires. Il y a des gens qui travaillent dans le câblage pour faire des instruments, par exemple. Et bien, pour être un soudeur dans le spatial comme dans l'aéronautique, c'est avoir un CAP, mais c'est avoir plus que ça, parce qu'il faut avoir des spécialités, des certifications complémentaires. Quand on est mécanicien, qu'on veut aller dans l'aéronautique, on fait des formations complémentaires pour être part 66, part machin, etc. Et ça vous donne le droit d'agir sur tel ou tel type de moteur. Donc, dans tous les cas, que ce soit des études professionnelles ou des études fondamentales, plus on en fait, plus on a de qualifications, plus on a de chances de pouvoir effectivement rentrer dans le vaste domaine du spatial ou le vaste domaine spécialisé qui tourne autour de l'aérospatial. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Vizio. Je vous laisse avec vos élèves. Avec plaisir. Merci beaucoup.